Bonjour et bienvenue sur la chaîne Un cancer pour renaître. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'irrationnel. On va s'amuser ensemble à imaginer des scénarios possibles, probables, expliquant cette explosion du nombre de cas de cancer depuis 30 ans. On est passé de 200 000 dans les années 90 à 440 000 en 2024. Donc on a vu dans un premier épisode les potentielles raisons dans le domaine du rationnel et aujourd'hui je vous emmène dans l'irrationnel. Alors déjà l'irrationnel, la définition de l'irrationnel qui est contraire à la raison. Synonyme: absurde, illogique, incohérent. Vu la définition, on voit qu'on est bien dans un monde cartésien. Moi, je serais tenté de dire que la vie est faite de rationnel et d'irrationnel. Que l'irrationnel, c'est tout simplement du rationnel pas expliqué. Moi, je me rappelle tout jeune homme, regardant mon épouse ouvrir sa penderie et puis très rapidement être dépité et dire tranquillement: «J'ai rien à me mettre», alors qu'elle avait, 40 combinaisons vestimentaires possibles, entre les jupes, les robes, les pantalons. Pour moi, c'était complètement irrationnel. Jusqu'à ce qu'on m'explique qu'une dame s'habillait le matin selon ses états d'âme et cetera et cetera et cetera. C'est là où je suis passé de l'irrationnel au rationnel et que après ça ne me surprenait plus. Donc pour essayer d'être le moins farfelu possible, je vais commencer par une base très rationnelle, l'atome. À la source, à l'origine de toute vie. Tout ce qui est vivant est constitué d'un atome au moins, c'est-à-dire d'un noyau autour duquel les électrons tourne. Évidemment, on est dans l'infiniment petit au niveau de la vie. À titre info, pour faire une cellule du corps humain, il faut 100 000 milliards d'atomes et il y a 60 000 milliards de cellules dans un corps humain, hein. Alors on reste avec moi, hein, on part pas là. Pas d'entorse au cerveau tout de suite, ça continue, on est sur le rationnel. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un chercheur en oncologie, le professeur Schwartz, qui, à l'aide d'un physicien en quantique, est allé, décrypter au cœur de la cellule cancéreuse ce qui se passait au niveau des atomes et en fait, les atomes des cellules cancéreuses sont en surcharge électronique. C'est-à-dire qu'il y a plus d'électrons que dans les atomes d'une cellule saine et cet excès, d'après lui, est lié à une pression électronique. Bon alors, première entorse au cerveau, dans la structure de l'atome qu'on voit là, eh bien, on voit qu'entre les électrons et le noyau, il y a, comme qui dirait du vide. Donc le rapport, il est assez simple, il y a à peine 1 de matière et 99 de vide. Enfin de vide, c'est de l'énergie, hein, puisque les électrons tournent autour de l'atome. Alors pour vous donner une idée, de l'espace de vide qu'il y a entre, ces différents points de matière, mais j'ai entendu dans une interview que si on ramenait le noyau à la dimension d'un ballon de basket et qu'on le mettait au centre d'un terrain de football, l'électron le plus proche du ballon de basket tournerait à l'extérieur du stade. Donc c'est vide et comme ces atomes sont la source de ce que nous sommes, autant dire que nous sommes du vide à 99. Première entorse au cerveau, on reste avec moi, on reste avec moi, on reste avec moi, c'est pas fini. Deuxième entorse du cerveau, nous sommes faits d'eau, ça tout le monde le sait, à peu près en masse. En masse, ça représente 60, mais en structure d'atome, c'est quasiment 90. D'accord? Donc nous sommes de l'eau, mais nous sommes du vide et en plus cette eau, elle est salée. Notre eau intérieure ressemble beaucoup à la structure de l'eau de mer, de l'eau des océans. Alors là où ça devient intéressant et on est toujours dans le rationnel, hein, j'ai pas encore basculé, c'est que dans ce vide, il y a une capacité de réception d'informations. L'information, elle vient se stocker là. Alors 2 sources d'informations, les informations en interne et les informations provenant de l'extérieur. Première source d'information interne, nos pensées, nos émotions. On sait que nos émotions et nos pensées ont une incidence sur la cellule. Quand on a peur, on a envie de faire pipi. Quand on pense à quelqu'un ou à quelque chose qui nous énerve, on n'arrive pas à sourire, on est tendu, on est serré malgré nous. Mais aussi et avant toute chose, l'information interne à la cellule, ce sont les consignes données par l'ADN. Une cellule du foie n'aura pas la même fonction, n'aurait pas les mêmes tâches à accomplir qu'une cellule de la structure osseuse ou une cellule de l'œil, et cetera, et cetera. Là où c'est de plus en plus passionnant, c'est que ces informations venant de l'intérieur et de l'extérieur peuvent être mémorisées. Ça dépend de la répétition de l'information ou éventuellement s'il y a un impact comme un emplâtre, une glu émotionnelle qui va fixer l'information dans le vide de l'atome. C'est
c'est-à-dire au plus profond de la cellule. Concernant le fait que nous soyons, constitués d'eau, je vous recommande fortement de rechercher les travaux du docteur, Emoto au Japon sur la mémoire de l'eau. Ça viendra, corroborer tous les propos que je vous tiens sur notre capacité à mémoriser les informations émanant de l'extérieur, les capacités à mémoriser les émotions. C'est intéressant, hein, au niveau, association chimique, H2O, c'est ce qu'il y a de plus simple et puis malgré tout, bah, ils y comprennent rien. C'est super intéressant. Bah oui, parce que H2O, c'est de la glace, c'est de l'eau, c'est de la vapeur et ça reste H2O et nous aussi, on est H2O à 90. Donc on reste H2O, même si on part en vapeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec nos mémoires. On zappe pas, on reste avec moi, l'irrationnel arrive. Premier scénario possible dans le domaine de l'irrationnel et pourquoi pas, on serait toujours connectés à la source, à l'océan, aux eaux de la planète et comme elles sont de plus en plus polluées, eh bien, nous nous polluons, nous aussi, de l'intérieur. C'est un effet parfaitement réciproque entre l'humanité qui, paraît-il, vient de l'océan. Pourquoi pas? Oui, mais non, l'océan le plus pollué, par exemple, c'est le Pacifique et là où il y a le plus de cancers, c'est en Occident. Donc à part les États-Unis, ça ne matche pas vraiment. Ouais, mais quand même. Scénario numéro 2, les ondes. Alors, on reprend la base rationnelle. Comme nous sommes du vide, les ondes nous traversent. Les plus anciens d'entre nous s'en rappellent, quand on avait les premières télés avec les antennes extérieures et qu'on voulait régler pour avoir une netteté de l'image, on faisait antenne. Donc, c'était bien la preuve que les ondes nous traversaient avant d'arriver jusqu'au téléviseur. Alors, les ondes, ça semble être un sujet irrationnel, mais sachez quand même qu'avec la consommation de pesticides ou au niveau arithmétique entre le fait que les cancers soient multipliés par 2 et les ondes, qu'elles aient été multipliées depuis les années 90, ainsi que les pesticides, c'est les seuls domaines où il y a une logique arithmétique. Donc, début des années 90, démocratisation, accélération du taux d'équipement des fours à micro-ondes. À l'époque où c'est sorti, je m'en rappelle, il y a des mouvements qui ont tout de suite dit: «Ça, c'est pas bon, ça déstructure les molécules des aliments, ça va donner le cancer». Ah OK, des études ont été faites et puis finalement, l'OMS a dit: Non, ça donne pas le cancer. Terminé, on passe à autre chose». Donc milieu des années 90, quelques années plus tard, apparition des téléphones portables. Donc là, pareil, les premières études laissent à penser que, ça pourrait accélérer le process de cancer du cerveau et cetera. Donc, il y a eu des contre-études de fait, puis finalement, non, non plus. Alors bon, les cancers du cerveau, c'est 5 000 cas par an et c'est quand même fois 4 depuis les années 90, hein. Non, mais quand même. Alors, milieu des années 90, arrivée du téléphone portable. Année 2000, pareil, ça y est, les téléphones portables se démocratisent, le taux d'équipement, progresse de façon exponentielle. Arrivée des tablettes et ça y est, on rentre dans un monde où tout le monde passe sa vie sur les écrans. Côté, j'ai quelques chiffres là, de 1 à 6 ans, aujourd'hui, les enfants qui ont moins de 6 ans passent en moyenne 2 heures par jour sur un écran. De 7 à 12 ans, ils passent 3 heures et demie sur un écran. Les ados, eux, ils passent 7 heures par jour sur leur écran et les adultes passent quasiment 5 heures par jour sur leur écran. Alors en dehors du fait que ça vous isole, ça déstructure la famille, il y a plus de lien, hein, on est tout seul avec son téléphone. Quand je disais qu'on y passait sa vie, un ado aujourd'hui qui passe 7 heures, si après il continue à y passer 4 heures et demie ou 5 heures par jour, si il atteint, je dis bien si, il atteint l'âge des 80 ans, qui est à peu près la moyenne de la mortalité en France, eh ben, il aura passé 15 ans de sa vie devant les écrans. Vous enlevez les temps de sommeil, vous voyez ce qui vous reste pour vivre. Alors les ondes, hein? Entre le téléphone et le four en micro-ondes, les tablettes, la Wi-Fi, non? Qu'est-ce que vous en pensez là? Hein? Pourquoi pas, quoi? Oui, mais non, parce qu'il y a aucune étude scientifique qui vienne, valider, ça, quoi. Donc non. Alors bon, les cancers du cerveau, c'est fois 4, mais non. Oui, mais quand même. Scénario numéro 3. Alors on garde base l'atome et le fait que les ondes nous traversent. Alors bon, elles nous traversent, mais ça fait pas mal. Aucune étude ne prouve que ça nous fasse mal. OK. Donc ça nous fait pas mal, on est d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de savoir, c'est que ces ondes, elles transportent des informations, on les réceptionne consciemment quand on regarde
ce qui est envoyé et inconsciemment lorsque ces ondes nous traversent. C'est-à-dire que même si la Wi-Fi est allumée et que nos écrans sont éteints, peut-être que les informations nous traversent quand même. Je dis ça parce que en fait, les chaînes d'information continue sont apparues, à la fin des années 90 et au début des années 2000 et je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que la nature des informations réveille ce qu'il y a de pire, en nous, au niveau de la colère, de l'anxiété, de la tristesse aussi. Toutes ces informations négatives viendraient se stocker, dans cet espace de vide entre les électrons et peut-être que ça ferait apparaître de nouveaux électrons et qu'on serait en surcharge électronique et qu'en fait, c'est tout ce négatif qui viendrait, créer un cancer. Pourquoi pas? Oui, c'est pas prouvé, mais quand même. Alors on reste sur l'info, hein. Qu'est-ce qui passe, de quoi est-ce qu'on nous informe? Des guerres actuelles, des guerres potentielles à venir, terrorisme, les épidémies, la famine, les injustices, les meurtres, les agressions, la crise économique, l'insécurité, la crise sociale et le réchauffement de la planète. Alors même si on n'est pas touché directement par la majeure partie de ces phénomènes, est-ce que ça vient pas nous impacter dans notre empathie naturelle, profonde, qui est ancrée entre nous? Est-ce que ça vient pas dans le lien qui nous attache au reste de l'humanité, déstructurer quelque chose au niveau de l'atome, dans l'invisible? Est-ce que le fait de savoir tout ça en permanence et qu'on nous le répète, qu'on nous le rabâche, est-ce que ça vient pas réveiller des sentiments de honte, de culpabilité? Parce qu'en fait, bah, on a le cul devant l'écran et on regarde le malheur des autres et on fait rien et bien évidemment, ça active notre sentiment d'impuissance, terriblement corrosif l'impuissance. Sur cette thématique, on est à la frontière, là, on est dans l'irrationnel, hein, mais on est à la frontière de ce que je développerai dans le prochain épisode, ça sera la transition, puisqu'à mes yeux, cette, pathologie est avant tout une maladie d'amour. Quand on reste, dans la culpabilité, la honte, l'impuissance, la colère, l'anxiété, on n'est pas dans l'amour et là, on laisse la place à la pathologie.